Dans l'épisode précédent, on a entendu comment Pierre Sornin manie les mots. Il utilise le langage pour séduire une assemblée, mais aussi pour transformer et reconditionner les participants. Mais les mots et la parole peuvent aussi libérer les personnes d'un système d'emprise. C'est ce que nous allons entendre dans ce dernier épisode. Il suffit juste d'une personne qui écoute votre travail et ça peut leur sauver la mise. Hein. Vous engagez un ? Je m'engage à 100%. Vous avancez vers une vie noire, une vie de merde. Découvrir la magie du succès. Yes, yes ? Merci. Vous écoutez Le Piège dans les coulisses du développement personnel, épisode 6, la déprise. Quand j'ai poussé les portes de la salle des clés du succès en mai 2022, j'ai eu, comme beaucoup d'autres participants, cette petite voix dans ma tête qui me disait « Mais qu'est-ce que je fous là ?» comme un signal d'alarme au plus profond de moi. Cette alerte, Ève m'avait confié l'avoir également ressentie, mais ce n'est qu'après des années de collaboration avec Essence qu'elle a finalement décidé d'écouter cette première intuition. Il fallait qu'elle quitte cette société si elle ne voulait pas s'en rendre malade. Pour garantir son anonymat, le témoignage d'Ève est interprété par une comédienne. C'est que quand mon estomac a commencé à vraiment se tordre, que je me suis rendu compte que c'était le début de la fin. Il a fallu que je me regarde dans le miroir à un moment donné, de me dire mais en fait, finalement, je continue à travailler avec une entreprise dont les valeurs ne me conviennent pas et ne sont pas alignées avec moi pour des questions économiques, parce qu'ils me payent, ça doit s'arrêter. Mais c'est un constat difficile à faire. Et ça nous questionne sur notre propre compas moral, en quelque sorte. Ève n'est pas la seule à s'être confiée à propos de dérives au sein de l'entreprise Essence. J'ai contacté 26 anciens collaborateurs et la grande majorité m'ont raconté leur expérience traumatisante. Le sentiment que j'ai senti le plus chez les collaborateurs, c'est du déni. Ève, ancienne collaboratrice. Du déni, mais on voit chez les gens qu'il y a quand même un doute. Mais ils n'arrivent pas au point où ce doute est conscientisé et où ça remet en question la collaboration. Pour les gens que j'ai côtoyés à cette époque, il y a vraiment ce côté où j'occulte cette partie-là des choses, je trouve des excuses, je peux pas y croire en fait. Ce n'est juste pas possible que les intentions soient mauvaises de la part de ces personnes que j'admire autant. Ça, c'était vraiment une évidence. Et c'est la définition même de l'emprise. L'emprise fait perdre vos capacités, économiques, cognitives, psychiques, sociales. Pascal Jamoul, anthropologue, spécialiste de l'emprise. Vous avez l'impression que vous ne valez plus rien du tout, vous ne savez plus rien faire, que vous êtes rien. Voilà, vous êtes rien. Donc, ça prend du temps d'élucider le mécanisme qui vous a amené à penser ça pour pouvoir vous reconstruire. Donc, il faut des recours. Vous ne pouvez pas vous sortir seul de l'emprise. Un des recours possibles pour s'en sortir est par exemple de compter sur son entourage. Mais ce qui est insidieux avec Essence, c'est qu'en créant cette nouvelle famille, cette grande communauté, le participant s'isole petit à petit de ses proches. Ma famille, moi, ils se complaisent dans leur médiocrité. Jonathan, le jeune papa apprenti coach. Encore une fois, il n'y a pas de jugement, c'est juste que on est tous capables de faire plein de choses, d'avoir vraiment plein de rêves et de changer le monde comme on le veut. Et on leur a bourré la tête de « t'es pas capable » parce que les gens qui n'étaient pas capables leur ont fait croire ça. Ils se mettent pas en action, ils restent dans leur zone et c'est une zone vraiment inconfortable. Ma mère est en dessous du seuil de pauvreté. Mais à un moment donné, tu proposes de l'aide pendant 5 ans, des fois t'aides, ça fonctionne pas. Et à un moment donné, tu peux plus rien faire. Et donc moi, je me suis dit, ok, je me focalise sur moi. Et donc, en fait, côtoyer et être avec des personnes comme ça, c'est tout le temps diminuer ton niveau d'énergie, diminuer ton niveau de motivation. Au début, c'était très difficile quand on lance un projet parce qu'il fallait se justifier. Si vous êtes entouré de losers, vous n'y arriverez pas. Si votre environnement vous tire vers le bas, vous n'y arriverez pas. Quand je parle de votre environnement, c'est votre lieu où vous résidez. C'est votre lieu de travail. C'est les vibes des gens, des 5 personnes que vous fréquentez le plus dans votre vie.
Donc, sachez-le, des fois, il faut faire un changement radical d'environnement. Parce que vos vibrations changent. Mes parents, ils savent juste que de temps en temps, je vais à une formation à Bruxelles, c'est tout, ils savent rien d'autre. Marie, jeune maman et épouse de Jonathan. J'ai eu une fois l'espoir d'envoyer mon père. Et quand je lui ai sonné, il m'a dit c'est bon, j'ai pas le temps avec tes conneries, j'ai autre chose à faire. Je me suis dit ok. Si tu savais. Enfin bref, j'ai dit ok, ça va. Moi, au moins, j'ai fait mon boulot, j'ai proposé, mais je sais que lui, il se fera jamais ça, quoi. De nombreux témoins m'ont expliqué s'être éloignés de leurs proches. Ils ne partageaient plus les mêmes valeurs. Dans l'extrait qui va suivre, issu d'une des vidéos du séminaire en ligne Inside Out, celui que j'ai décrit dans l'épisode 5, une participante, derrière son écran, demande de l'aide à Essence. Elle ne se sent plus comprise par son entourage. Son compagnon, qui ne participe pas au séminaire, l'interrompt. Donc, il se trouve que je me sens tout à fait attirée par un chemin, je vais l'appeler spirituel pour faire bref. Or, pendant 15 ans, j'ai donné beaucoup, j'estime, comme moi je donne beaucoup. Et maintenant, je suis de nouveau appelée par cette affaire de m'impliquer spirituellement parlant. Et je sens que c'est juste, c'est juste. Et donc, je voudrais vraiment recevoir de l'aide pour savoir que faire. Parce que moi, je trouve que c'est juste. Et je ne veux surtout pas faire de mal autour de moi. Mais je en train de faire. Mais viens. Non, parce que non, je ne participerai pas avec ces guignols qui sont des manipulateurs et rien d'autre. Et tu te laisses manipuler. Et moi, je passe après tout ça. Je suis en crise de ce que je vis et tu préfères discuter avec eux que discuter avec moi. J'ai compris où étaient les priorités. Quand certains proches que l'on aime tombent sous emprise, c'est compliqué de trouver les bons mots pour réagir. Pour Jean-Claude Maz, psychologue, le plus important pour l'entourage est d'arriver à garder le lien. Alors, il ne faut pas se tromper d'étape, c'est-à-dire quand l'adepte est pleinement convaincu, si on essaye de lui expliquer qu'il est en train de se faire arnaquer, on va seulement obtenir une levée de bouclier, une escalade symétrique dans les arguments et des ruptures relationnelles. Par contre, quand l'adepte revient vers l'extérieur, s'il est bien accueilli à l'extérieur, il va trouver à l'extérieur confirmation que ce qu'il sent, il a raison de le sentir, et donc que son intuition, qu'il faut partir de là, elle est bonne. Et c'est curieux parce que d'ailleurs les proches, ils ont tendance à vouloir absolument argumenter dans tous les sens quand l'adepte est en plein engagement. Et par contre, quand l'adepte s'est dégagé, quand on est au temps de la déprise, il y aurait une tendance à mettre tout ça sous le tapis, on cesse d'en parler, les choses redeviennent comme avant. Mais non, elles redeviendront jamais comme avant. Parce que le passage par l'emprise déviante a transformé la personne de façon radicale et durable. Alors, quand elles sortent de ces séminaires, elles sont dans des états de très grande détresse, où elles ont perdu leurs repères. Delphine Gerhardt, psychologue, spécialiste de l'emprise et experte judiciaire. Elles perdent leurs valeurs, elles ne savent plus après qui elles sont, si elles sont les projections du maître ou pas. Elles ont perdu leur identité. C'est des personnes qui se retrouvent donc en plus dans la méfiance de tout ce qui pourrait être thérapeutique, psychothérapeutique, puisqu'elles se sont déjà fait abuser. Et certaines se retrouvent à l'hôpital psychiatrique parce qu'il y a eu un forçage qui ont fait effraction dans le psychisme, tellement il y a de violence, en fait, où on demande aux personnes d'aller au-delà de leurs limites, de leur défense psychique, de leur protection psychique. C'est des séminaires où voilà, il y a une forme de destruction des défenses psychiques. Donc, c'est des séminaires qui mènent certaines personnes à l'hôpital psychiatrique, tout à fait, qui décompensent. Donc, elles portent plainte pour abus de faiblesse et mise en état de suggestion psychologique. Décompenser, c'est agir de façon inattendue, inhabituelle, après avoir éprouvé une grande tension nerveuse. Et effectivement, on m'a raconté des cas de décompensation après des séminaires d'Essence. Notamment Sylvie, l'ancienne coach de vie devenue comédienne.
Moi, je suis partie en couille et j'ai dû me faire aider par un spécialiste qui m'a dit « Non, de Dieu, t'es dans tous les sens. T'es parti. » En fait, il y avait plusieurs parties de moi-même qui étaient à l'extérieur de moi, mais donc tu perds pied avec la réalité. Et je perdais pied avec la réalité. J'avais l'impression que je volais constamment à 1,50 m au-dessus du sol et plus rien n'avait d'importance pour moi dans la vie. J'avais l'impression que les humains, c'était des fourmis. Et alors, je te jure que je vivais des moments où je m'arrêtais sur le bord de la route et je restais 1h30 à regarder les arbres qui tanguaient au vent parce que je trouvais ça beau. Et donc, j'ai dit « Il y a un problème. » Heureusement qu'il y avait encore une part de moi qui disait « Il y a un problème. » Martine, en tant que coach bénévole, m'a confirmé avoir dû écouter et rassurer des participants en détresse psychologique. Mais c'est lorsqu'elle a compris qu'Essence ne se souciait pas assez du bien-être de ses clients qu'elle a décidé de quitter l'organisation. Aujourd'hui, elle témoigne ouvertement. J'espère que ça mettra en garde certaines personnes de ne pas se laisser embobiner, ou en tout cas de toujours garder du discernement et pas... Voilà, de rester maître de soi, quoi. Voilà, vraiment. Et alors, à ceux qui l'auraient vécu, qui en seraient mal, de dire, voilà, de toute façon, c'est une expérience. Vous voyez ce qu'elle vous a apporté et comment vous pouvez vous en enlever, quoi. C'est comme dans chaque traumatisme, c'est comment on se relève qui est important. À partir du moment où la parole devient possible, eh bien, il y a des formes d'emprise qui peuvent basculer. Pascal Jamoul, anthropologue, spécialiste de l'emprise. Et donc, chacun autorise l'autre. Dans l'emprise, ce qui fonctionne assez bien, c'est les groupes de parole. Parce que chacune autorise l'autre à sortir de la honte. Et puis après, vient tout le travail de faire de cette expérience un savoir qu'on va pouvoir transmettre à ses enfants, à ses proches. Ce sont des gens qui en connaissent un bout sur le pouvoir, sur comment ça fonctionne. Marie-Ange, de l'épisode 2, fait partie de ces victimes d'emprise qui ont décidé de mettre à profit leur expérience personnelle pour tirer la sonnette d'alarme. Grâce à un travail psychothérapeutique important, suite à l'inceste qu'elle a subi dans son enfance, elle a dorénavant une capacité fine d'analyse sur les rapports de pouvoir. Face à l'injustice et à la manipulation, aujourd'hui, Marie-Ange ne peut plus se taire. Elle s'est publiquement opposée à Pierre Sornin lors de sa participation aux Clés du succès. Il y a une personne qui était en train de s'opposer à lui et d'une manière très sereine et très digne et qui ramenait à l'humanité et au fait que l'argent n'était pas le seul moteur, que ce qui était important, c'était l'amour, l'attention dans laquelle on faisait les choses, etc. Et à un moment donné, Pierre Sornin est revenu avec des phrases déstabilisantes. Il l'humiliait en lui disant qu'il ne comprenait rien à rien. Il fallait vraiment être bête pour encore en être là et ne pas avoir compris la profondeur et l'importance du message. Et à un moment donné, je ne sais pas ce qui s'est passé en lui, mais cette personne s'est tout d'un coup effondrée. Mais effondrée, ce monsieur s'est mis à pleurer, ça pissait sur le visage, il tremblait. Pierre Sornin avait vraiment réussi à toucher où il fallait et à le déstabiliser. Et là, il y a une rage qui m'est montée. Et là, je me suis levée et j'ai dit moi, je veux bien prendre la parole. Et en fait, je suis retournée dans ce qui venait de se passer. J'ai utilisé les mêmes armes que lui. Parce que ce qui s'est activé en moi, c'était défendre quelqu'un qui avait été muselé. Selon les témoins, c'est assez rare de tenir tête à Pierre Sornin. La plupart de ses interlocuteurs ont peur de ses réactions. Marie-Ange a dépassé ce stade. Je lui demandais où j'allais chercher cette force. Je pense que c'est la force qui s'active dans l'enfant tout petit, quand il est mis en risque de mort. C'est la force qui fait qu'il devient un survivant et qui survit. Où il n'y a plus rien à perdre et où on regarde le bourreau au plus profond des yeux, où quelque part on n'en a plus peur, on sait que ça peut être fatal, et on a dépassé ce niveau-là et on s'en fout. Malgré cette force, Marie-Ange est retombée au cours de sa vie dans d'autres systèmes d'emprise, notamment celui de la violence conjugale. Les dysfonctionnements, j'ai compris maintenant qu'on a tendance à y retourner automatiquement parce qu'on est dans des zones connues par le cerveau. On s'y sent en sécurité, même si on y est mal. Même si on est souffrant, la part cérébrale qui dit tout ça dit on sait vivre. À partir du moment où ces parts-là sont activées dans le fonctionnement de quelqu'un, des personnes qui viennent avec une volonté d'emprise ont une porte d'entrée.
Pascal Jamoul, anthropologue. C'est un peu l'idée qu'une emprise entraîne une autre. Donc, que vous croyez être libre d'une emprise, vous avez connu tous ces mécanismes, quoi. Mais qu'après, c'est justement le terreau de l'emprise suivante, parce que vous avez perdu vos capacités rebelles, vous avez perdu votre subjectivité, votre capacité de penser par vous-même. Vous n'y arrivez plus à faire face. N'importe qui peut se faire prendre, peut se faire manipuler, se retrouver curieux de ce qui se passe et participer quelques temps, c'est-à-dire quelques semaines, quelques mois, et après, il y a un moment où ça s'arrête. Delphine Guérard, psychologue, experte judiciaire. Mais il y a des personnes pour qui c'est beaucoup plus difficile de résister à toutes ces techniques, à l'emprise, parce qu'elles-mêmes ont eu un vécu d'emprise, souvent dans les familles avant, des personnalités fragiles, plus effacées, qui ont peu confiance en elles, qui ont vécu des incestes, qui ont été violés enfants ou qui ont vécu une emprise maternelle ou paternelle. Voilà. Et ils se retrouvent très sensibles à l'emprise et tout de suite, ils adhèrent. Il y a une adhésion qui s'opère. Dans les récits que j'ai recueillis, beaucoup de personnes m'ont confié avoir déjà connu des liens violents, de la violence intrafamiliale, des abus sexuels, de la maltraitance. L'emprise, c'est donc une question de pouvoir, le pouvoir d'une personne, d'un groupe ou d'un dogme qui prend possession de l'autre avec son consentement. D'où la difficulté d'en sortir. Il y a certainement le deuil. Ça, c'est très difficile à comprendre pour les proches, hein, c'est-à-dire... Jean-Claude Maas, psychologue. Les proches ont l'impression que tout est mauvais dans le groupe et que, du coup, il ne devrait pas y avoir de deuil. Ça devrait être facile de s'en aller. Sauf que on a noué quand même de vrais liens au sein du groupe, que le fonctionnement par inclusion-exclusion fait que quand on quitte le groupe, on est devenu un pestiféré. Et donc des gens dont on était très proches sont devenus des gens qui vont éventuellement changer de trottoir quand ils vous croisent dans la rue. Donc ça, c'est très très dur. Et donc il y a un vrai deuil, certainement. Alors il y a un sentiment de culpabilité, parce qu'on a posé, pendant qu'on était dans le groupe sectaire, des actes dont on se sent à juste titre coupable. On a par exemple été à certains moments violents avec certains proches. Et je pense qu'il y a tout un travail d'ailleurs de réparation nécessaire, hein, ne serait-ce qu'aller présenter des excuses aux gens auxquels on a fait du mal. Je crois que c'est un travail utile. Alors il peut y avoir un sentiment de culpabilité touchant aux gens qu'on a fréquentés au sein du groupe. Ça, c'est surtout quand on a fait soi-même des adeptes. C'est-à-dire quand on prend enfin la mesure de ce qui ne va pas dans le groupe et qu'on veut partir et qu'on a fait des adeptes soi-même. Parfois, on a même du mal à partir, non pas parce qu'on reste convaincu d'être au bon endroit, mais parce qu'on a fait des adeptes et on a du mal à sortir tant que ceux qu'on a fait rentrer restent. Alors il y a un sentiment de honte, hein, qui peut aller du côté de comment est-ce que j'ai pu me faire avoir à ce point-là, je ne suis pas très fier de certaines choses que j'ai faites, qu'est-ce qu'on va penser de moi, etc., etc. Et parfois, ce sentiment de honte peut aussi retenir de sortir, parce que si on a trop honte, on va rester et essayer de se convaincre qu'en fait, on n'a aucune raison d'avoir honte, mais qu'au contraire, on doit être fier. Ce qui m'a surprise dans cette enquête, c'est que très peu de personnes que j'ai rencontrées se disent victimes. Elles se sentent plutôt responsables de leurs actes. Oui, effectivement, ils ont participé. Bien sûr qu'ils sont responsables. Ils auraient dû aller chercher sur Internet des avis, voir quelles étaient la formation des leaders. Delphine Guérard, psychologue. Parce que les personnes ne s'informent pas. Hein. Ils vont se confier à des personnes. Ils ne savent même pas s'ils sont formés ou pas. Ça, c'est aberrant, mais bon. Donc, ils ont une part de responsabilité, mais ils sont victimes de techniques, de procédés, d'escroquerie, d'imposture. Et moi, c'est ça que je pense qu'il faut bien démontrer. Ne vous prenez jamais pour un apprenti sorcier. Quand on est dans ces dimensions, quand on travaille, quand on fait un travail aussi profond que je vous invite tous à faire, si vous êtes thérapeute, si vous êtes coach, vous devez être complètement aligné. Vous devez tout le temps être sur le chemin.
et vous devez faire très attention au message que l'univers vous envoie. Et vous ne devez pas avoir un ego démesuré. Alors, je sais que tout le monde pense que j'ai un ego démesuré, que j'ai le melon, etc. Moi, fondamentalement, je ne pense pas. Je pense que je prends ma place dans l'univers et que j'ose afficher ma place dans l'univers et que ça dérange toutes les personnes qui ne prennent pas leur place dans l'univers. Et donc, soyez vraiment en accord, en permanence avec tout ce que vous apprenez ici. Et vous avez toutes les autorisations vous seront données par l'univers, ou pas. Mais ne vous prenez pas pour un apprenti sorcier. Je vous dis ça parce que c'est comme ça que ma femme s'est suicidée. Si ma femme s'est suicidée, c'est à cause d'une phrase, d'une thérapeute, un mot mal placé, et c'est fini. Entendre Pierre Sornin parler très souvent de la mort de sa femme au fil des séminaires m'a interpellée. Comme Delphine Guérard le conseille, j'ai voulu me renseigner sur ce récit. J'ai pu contacter Myriam, la sœur d'Oumia, la femme de Pierre Sornin. Myriam a été très surprise d'apprendre qu'il utilise cette histoire dans ses séminaires 15 ans plus tard. I don't even want to know. Je ne veux même pas savoir comment il en parle. Franchement, c'est n'importe quoi. Ça m'énerve. Ça m'énerve que de l'histoire de ma sœur pour vendre ce qu'il vend. Parce que franchement, laisse-la tranquille. Je pense qu'elle est morte il y a longtemps. Il faut trouver autre chose à vendre et la laisser tranquille. Tous les gens autour de lui, c'est ce qui est arrivé, c'est comment leur histoire, elle était. Just don't use her. On l'a entendu, dans ces séminaires de développement personnel, les leaders aiment utiliser leurs échecs, leurs failles, pour sensibiliser le public à leur parcours extraordinaire. Des discours extrêmement culpabilisants, avec l'idée que si tu le veux vraiment, tu peux, sans tenir compte des inégalités sociales de départ, des accidents de parcours, des maladies. Un terreau individualiste qui nourrit l'idéologie du développement personnel. Des pratiques qui ont fini par détourner Ève du monde du coaching. Quand je regarde l'entièreté de ma carrière et quand je regarde l'entièreté du monde du développement personnel, il y a trop de choses qui ne sont pas correctes. Il y a trop de choses qui ne sont pas justes. Il y a trop d'intervenants qui ne sont pas à leur place. Il y a trop de dérives. Il y a un manque de cohésion, il y a un manque de réglementation. C'est encore un milieu où, malheureusement, les jeux de pouvoir ont trop de place. C'est un milieu où trop de gens qui voient le filon économique peuvent s'y intégrer incognito, mais pas pour les bonnes raisons. Trop de gens sont encore incompétents, non formés. Trop de gens qui essaient de régler leurs propres problèmes. Trop de gens qui sont dans la manipulation. C'est en fait un repère je vais pas dire d'escrocs, mais il y a un manque de professionnalisme. Tout au long de ce podcast, on aura pris conscience du pouvoir des mots. Les mots qui fascinent, les mots qui manipulent, qui humilient, mais aussi qui rassemblent, les mots qui délivrent et au final qui peuvent sauver. Dans cette société de plus en plus individualiste où les rêves de grandeur sont glorifiés, on pourrait tous être pris dans cet engrenage. Très peu, finalement, en sortent gagnants. Alors parler, renforcer des liens, être à l'écoute, sont autant de recours pour éviter de tomber dans le piège. Le piège dans les coulisses du développement personnel est un podcast RTBF pour Vivacité en coproduction avec l'Acme et Limited Adventure. Il a été pensé, tourné et écrit par Manon Motard avec Frédéric Moret. Il a été réalisé par Anna Bouy et mixé par Théo Grand. La musique a été composée par le groupe Les Garçons avec Stanley David Delossi et Corentin Simonis. Ce sont Maureen Wilson et Thomas Mays qui l'ont coproduit et soutenu depuis le début. La prise de son du séminaire est de Céline Baudson, celle de l'entretien avec les deux leaders est d'Olivier Motard. Le texte d'Ève est interprété par Léa Zilbert. À la RTBF, c'est Lucie Rézoisy, chargée de coproduction des documentaires, qui a suivi tout du long le projet, et Gérald Vandenberg du magazine Investigation, qui est le garant de la déontologie. Avec le soutien du Fonds pour le journalisme
et l'aide technique de 48 FM, ainsi que les conseils juridiques de Gilles Tenissen et Bernard Mouffe de l'AJP, de ceux de Stéphane Houbeck de la RTBF et de ceux de Sophie Marchal de la SCAM. Merci aux experts Delphine Gerhardt, Pascal Jamoul, Jean-Claude Maas et Nicolas Marquis qui ont éclairé et mis des mots sur ce qu'était l'emprise du développement personnel. Un tout grand merci à Marie-Ange, Tiffany, Sylvie, Jean-Yves, Martine, Jonathan, Marie, Pierre, Yuri, Myriam et Ève de m'avoir ouvert vos portes et de m'avoir raconté votre réalité. Merci à toutes les autres personnes que j'ai eues au téléphone et à toutes celles avec qui j'ai bu un café, vous qui m'avez partagé un bout de votre intimité. Et puis je voulais remercier chaleureusement mes proches qui m'ont soutenu pendant ces 2 années d'enquête.